Vous avez autour de la table les trois avocats de M. Bernanos, et sa famille. Je vais donc donner la parole à Hugo Lévy en premier. Bonjour. L'objet de cette conférence de presse est la détention provisoire. Et en ce qui me concerne, je parlerai uniquement du cas qui concerne Antonin Bernanos, qui est un cas paradigmatique des mensonges véhiculés par l'institution judiciaire sur le sens de la détention provisoire. C'est un cas paradigmatique car M. Antonin Bernanos est maintenu en détention dans le seul but de lui infliger une peine et de le faire souffrir en obtenant de lui la naissance de ce qu'on pourrait appeler une forme de mauvaise conscience. Pourquoi le seul but est de lui infliger une peine? Parce que la détention provisoire, qui doit être l'exception, qui doit être l'unique moyen de parvenir aux objectifs de l'information, qui doit être l'unique moyen de parvenir aux objectifs de l'information en démontrant en quoi le contrôle judiciaire n'est pas suffisant ou en quoi l'assignation à résidence ou placement électronique n'est pas suffisante. Cette institution, ce texte n'est absolument pas respecté par le parquet et par la chambre de l'instruction. Monsieur Antonin Bernanos présente absolument toutes les garanties de représentation. À chaque fois qu'il est question de cela, la chambre de l'instruction balaie d'une phrase et la dernière formulation du premier président de la chambre de l'instruction à ce sujet est très inquiétante. Il est simplement dit que Antonin Bernanos étant un étudiant, il ne présente pas de garantie suffisante. Pour le premier président de la chambre d'instruction, il suffit d'être étudiant aujourd'hui pour ne pas être en mesure de rassurer l'institution judiciaire sur sa volonté de participer à une éventuelle comparution devant un tribunal. En ce qui concerne les nécessités de l'information, qui est l'autre aspect de cet article 144, qui est donc d'abord tourné vers la question des garanties de l'individu, les garanties de l'individu qui est poursuivi, et l'autre aspect, ce sont les nécessités de l'information. Du point de vue des nécessités de l'information, un GLD a dit très clairement, pour motiver l'ordonnance sous placement sous contrôle judiciaire d'Antonin Bernanos, a dit une chose toute simple, d'une grande clarté, attendu que la détention n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité. C'est un GLD, je pense, compétent. C'est un poste qui a été voulu par la loi en 2000 pour permettre à un magistrat du siège de contrôler la volonté du parquet en matière de détention. C'est un magistrat du siège indépendant qui écrit, après avoir analysé le dossier à plusieurs reprises, voilà, la détention n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Et ce juge, ce GLD, ordonne un placement sous contrôle judiciaire qui est très rigoureux, très détaillé. C'est donc un juge qui s'est intéressé de près au dossier, qui s'est intéressé de près aux garanties de représentation présentées par Antonin Bernanos. C'est le deuxième GLD qui, dans ce dossier, ordonne le placement sous contrôle judiciaire de M. Bernanos. C'est la troisième décision de placement sous contrôle judiciaire de M. Bernanos. Ce que cela révèle, à minima, c'est une forte tension au sein des juridictions d'instruction concernant le traitement à réserver à ce type de dossier
Et ces fortes tensions, ce sont les prévenus qui les subissent. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être d'apprendre à 3 reprises qu'on va être placé sous contrôle judiciaire, de l'espérer, de voir le parquet faire un référé des tensions et voir la chambre de l'instruction traiter le JLD comme s'il était sous tutelle. On a vraiment le sentiment que le JLD est sous tutelle de la chambre de l'instruction. Ce sont de jeunes magistrats qu'il convient de réformer lorsqu'ils prennent des décisions trop indépendantes. Et cette tension, c'est en effet M. Bernanos qui l'a subie. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le cas d'Antonin Bernanos. Et je terminerai en m'étonnant de ce que l'exigence de motivation auprès de la Chambre d'instruction n'est respectée que par ceux qui ordonnent la liberté. Aujourd'hui, devant la Chambre d'instruction, il faut motiver la liberté et la détention ne résulte qu'un syllogisme purement nominaliste, où on ne prend même pas la peine de dire ce que c'est que le risque de concertation, on ne prend même pas la peine de dire ce que c'est que le risque de réitération, et on dit simplement, attendu qu'il existe un risque de concertation sans le motiver, attendu qu'il existe un risque de réitération, il est clair que le contrôle judiciaire n'est pas suffisant. Voilà ce que c'est qu'un arrêt de la Chambre d'instruction aujourd'hui. C'est ça. Merci, Jérémy Assouci. Merci. Alors merci d'être venus si nombreux. Je suis toujours assez impressionné, d'autant que, en ce qui concerne Antonin Bernanos, il n'est maintenu que depuis 10 mois. Ce qui, en matière criminelle, n'a rien d'exceptionnel, parce qu'une détention provisoire en matière criminelle de 10 mois n'a absolument rien d'exceptionnel. Mais je suis toujours très impressionné que quand on est soutenu, et c'est le cas d'Antonin Bernanos, quand il y a des gens qui se mobilisent, que ce soit bien évidemment sa famille, mais aussi ses proches, ses enseignants, on puisse arriver à faire déplacer un certain nombre et à intéresser un certain nombre de journalistes, alors qu'il y a de très nombreux cas où des gens sont détenus en détention provisoire depuis de nombreuses années, et on a beau vous solliciter, ils ont beau vous écrire, ça ne fait pas l'ombre d'un commencement d'article. Et pourquoi je me permets cette remarque, c'est que malgré ça, et malgré le fait qu'il n'y a absolument aucun élément à charge dans ce dossier, il y a un maintien en détention. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce dossier, c'est-à-dire que vous avez un cas d'école où une personne est soutenue, défendue, tant bien que mal, mais à minima quand même assez bien défendue, puisqu'il y a de nombreux avocats et une forte mobilisation. Donc j'imagine, même si je l'ai déjà vécu, mais j'invite vos lecteurs, vos téléspectateurs et vos auditeurs à imaginer ce que c'est et ce que subit n'importe quel autre détenu qui ne réunit pas toutes ces conditions. Et c'est là où on voit vraiment que la justice a notre compte à rendre grosso modo à personne, d'ailleurs elle n'en rend pas. Puisqu'il faut quand même savoir que, en ce qui concerne le cas d'Antonin Bernanos, après avoir été mis en liberté, réincarcéré, maintenu en détention, alors comme l'a si bien rappelé Hugo Lévy, alors qu'il y a quand même deux magistrats qui ont ordonné sa remise en liberté, qu'il n'y a aucun risque de concertation, puisque toutes les personnes sont soit détenues, soit entendues et ont déjà déposé. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que dans ce dossier, le seul élément à charge, et qui justifie le maintien en détention, qui a justifié son incarcération, c'est le témoignage d'un policier de la préfecture de police, parce que ça c'était dans le dossier, qui bénéficie du mécanisme de l'anonymat, parce qu'il y aurait un risque pour son intégrité physique, si je reprends les termes de la loi, alors qu'on sait pertinemment
que c'est absolument pas pour cela qu'il a bénéficié de ce régime dérogatoire, c'est uniquement pour cacher le fait qu'il était policier. Et sinon, vous n'avez aucun autre témoignage, aucun autre élément à charge, pas d'ADN, pas de preuves, pas de vidéo, vous avez strictement rien. Et, plus étonnant encore, c'est que cette personne qui dit l'identifier comme étant la personne qui a jeté le plot par brise arrière du véhicule qui ensuite a pris feu du fait qu'un fumigène a été lancé à l'intérieur, cette personne dit également qu'elle n'a jamais vu Antonin Bernanos se masquer. Donc, il faudrait qu'on m'explique comment on peut accorder le moindre crédit à une personne qui connaît Antonin Bernanos non masqué, non caché, c'est pas difficile, hein, il était fiché, archi-fiché, connu, archi-connu, puisque c'est un militant, et c'est tout à son honneur, pour ce qu'il semble. Comment il peut considérer que cette personne est la même que celle qui a lancé le plot, alors qu'il n'a pas vu la transformation d'Antonin Bernanos. Parce que je vous invite à revoir les images sur YouTube. La personne qui lance le plot est complètement masquée, complètement grimée. Il est impossible de la distinguer d'une autre personne qui porte une cagoule noire avec une capuche et un blouson ou une veste noire. Donc soit vous avez un individu, en espèce, peu importe qu'il soit policier, ça n'enlève rien à la crédibilité de son témoignage, au contraire. Mais dans ces cas-là, il vous dit, moi je l'ai suivi du début à la fin, je l'ai vu se changer, je continue à le suivre et j'ai bien identifié que c'était cette personne-là qui a lancé le plot. Parce que là, son témoignage parfaitement recevable et c'est accablant. En l'espèce, c'est pas ça du tout ce que dit ce policier. Il dit, je l'ai vu, comme des centaines de personnes, comme l'attestent un certain nombre de vidéosurveillance et d'autres vidéos amateurs. On lui pose expressément la question, est-ce que vous l'avez vu enfiler une cagoule? Il répond expressément non. Et lorsqu'on lui dit, mais comment vous pouvez être certain que c'est Antonin Bernanos alors? Parce qu'il y avait des milliers de personnes, c'est pas une personne, c'est pas, par exemple, le cas d'un vol à main armée où il y a 4 personnes, 4 individus, 3 individus, on a identifié les autres, on se dit, ben voilà, on les a vus changer, bon, ils sont montés dans la voiture, quand ils sont sortis de la voiture, les 4 étaient grimés, donc a priori, si on a les 3 autres, le 4e, bah, c'est celui qui conduisait, qui n'était pas grimé au début. Non, c'est pas le cas. Là, on parle de milliers de personnes, de centaines de personnes qualifiées de black bloc, espèce de jeunes qui s'habillent toujours en noir. Enfin, peut-être, pour ne pas être identifiés, ne pas se distinguer les uns des autres, toujours est-il que le policier est incapable et a l'honnêteté de dire « je ne l'ayant pas vu », la question qui se pose, c'est très simple, vous ne l'avez pas vu se grimer, donc comment pouvez-vous être certain? Il ne répond pas, il refuse de répondre à cette question. Il dit « j'en suis sûr », point. Et avec une telle réponse, avec aucun autre élément extérieur, le juge d'instruction, le procureur, ou les procureurs, parce que je pense qu'il y en a plusieurs dans ce dossier, ainsi que les magistrats de la chambre d'instruction, se satisfont pleinement de cela pour maintenir quelqu'un en détention. Et c'est ça qui est pour moi extrêmement choquant dans ce dossier. Associé au fait, c'est le deuxième élément qui est gravissime dans ce dossier, c'est que Antonin Bernanos, son frère et 2 autres personnes, lorsqu'ils sont interpellés le jour des faits, ne le sont pas sur la base de ce témoignage. Contrairement à ce que a laissé croire un peu les services de communication du parquet auprès des journalistes. Il a été interpellé uniquement sur la base d'un renseignement dont on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas qui l'a donné, qui émanerait, il n'y a aucune certitude non plus, du service de la préfecture, donc les RG, les officiers RG, qui aurait appelé un policier pour lui dire « ces 4 personnes ont participé aux faits pour lesquels vous enquêtez ». Il n'y a aucun élément dans le dossier qui le prouve, l'origine de ce témoignage. Il n'y a aucun élément dans le dossier qui permet de contrôler la véracité de ce témoignage. On ne sait pas quel service l'a donné, on ne sait pas quelle est la personne qui l'a donné, on ne peut même pas être confronté à cette personne, parce que
ça émane vraiment, est-ce que c'est un appel anonyme? Est-ce que c'est la femme de ménage du service de la préfecture de police? Est-ce que c'est un policier infiltré? Est-ce que c'est un indicateur? On ne sait pas. Il n'y a rien. Et malgré ça, on maintient Antonin Bernanos en prison, puisqu'il a été arrêté sur cette base-là. Et l'avocat général, lors de l'audience où on a évoqué cette question-là, où on a demandé l'annulation de la procédure, puisque cette arrestation est totalement infondée et arbitraire, a justifié ce type de recours du fait de la gravité des faits. J'ai dit, mais on s'attendait, c'est pathos, parce que c'est ni plus ni moins qu'on appelle à l'émotion, une voiture brûlée, ça fait la une d'un certain nombre de médias, donc ça justifie qu'on suit des règles élémentaires de procédure, et notamment des arrestations d'un certain nombre d'individus. Mais que se passe-t-il si les faits sont beaucoup plus graves? Et nous avons tous à l'esprit que récemment, très récemment, il y a eu des faits qui ont été 100 fois plus graves, d'une toute autre importance. Dans ces cas-là, un policier qui dit recevoir un renseignement émanant d'une administration, en l'espèce la préfecture de police, en disant « les individus ayant participé aux faits habitent dans tel quartier ou sont en ce moment dans tel quartier », ça justifierait, puisque les faits sont 100 fois plus graves, qu'on bloque un quartier, qu'on mette tous les habitants de ce quartier en garde à vue. C'est ce qui s'appelle une rafle. C'est la définition juridique des rafles. Et c'est là où c'est extrêmement grave. Et c'est là où le cas d'Antonin Bernanos le dépasse complètement. C'est que vous avez une personne qui est détenue sur la base, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour être sous contrôle judiciaire, à minima. C'est l'avis d'un certain nombre de magistrats. D'autant plus qu'il faut quand même rappeler qu'ayant été remis en liberté, il s'est présenté à la chambre de l'instruction, et c'est là où il a été de nouveau incarcéré. Donc c'est la preuve ultime, alors qu'il connaissait le risque de réincarcération. C'est la preuve ultime qui peut parfaitement se représenter dans une juridiction, parce qu'il en a déjà fait la démonstration. Et malgré le fait qu'il y ait une procédure dans laquelle il n'y a aucune preuve objective, à part un témoignage complètement parcellaire et qui ne confirme, ne donne aucun élément. C'est-à-dire que si cette personne-là n'était pas policier, si ce n'était pas dans le cas de Bernanos, on ne le considérerait pas comme un témoin au sens juridique du terme. Il ne bénéficierait pas de la procédure qui permettrait de témoigner de manière anonyme. Mais en plus, les conditions dans lesquelles Antonin Bernanos et les autres ont été interpellés et arrêtés sont totalement illégales et scandaleuses. Et malgré ça, encore vendredi, le président de la chambre d'instruction considère qu'il est normal de maintenir en détention Antonin Bernanos. Et je termine mon intervention sur ce point. J'attire votre attention sur le fait que Antonin Bernanos n'est pas la personne la plus enceinte. Parce que c'est très bien qu'à l'issue de cette instruction, au bout d'un moment, il n'y aura pas d'autre choix que de le remettre en liberté, et il continuera à être soutenu par un certain nombre de personnes ici présentes et d'autres, mais également d'être assisté et défendu du mieux que les avocats peuvent le faire, soit moi ou d'autres, peu importe. Mais j'attire votre attention sur le fait que si on fait ça dans ces conditions-là, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas, qui ne bénéficient pas de ces garanties ou ces éléments, c'est juste une catastrophe et c'est légion. Merci. Avant de laisser la parole aux parents d'Antonin Bernanos, juste un mot, puisqu'on intervient avec la Ligue des droits de l'homme pour soutenir sa famille et ses avocats. Et visiblement, je me rends compte qu'effectivement, vous êtes venus très nombreux. Pourquoi êtes-vous venus si nombreux à la veille d'une audience devant la chambre de l'instruction qui va déterminer le sort futur d'un jeune homme étudiant en sociologie, un jeune homme qui est en prison depuis pratiquement 10 mois. Vous êtes venus si nombreux et nous sommes là pour soutenir les avocats
d'Antonin et sa famille pour la simple et bonne raison que cette affaire est révélatrice de deux choses en matière judiciaire. La première chose, c'est le traitement judiciaire particulier qui est réservé lorsque des policiers sont impliqués dans une procédure judiciaire, qu'ils soient impliqués en tant qu'auteurs ou en tant que victimes. Effectivement, à chaque fois que l'on a des policiers dans une affaire, et nous pensons tous aux affaires Fraisse, Traoré, Bentounsi, alors certes, dans ces affaires, il s'agit de victimes de violences policières, mais vous avez également les affaires où les policiers sont victimes de violences commises par des citoyens lambda. Et dans ces deux cas, vous avez l'institution judiciaire qui traite ces affaires de manière particulière. Que ce soit dans le premier cas, à savoir quand il y a des violences policières, vous avez une très importante difficulté à poursuivre ou voire à juger les fonctionnaires de police. Et lorsque, dans le cas contraire, il s'agit de policiers qui sont victimes de violences ou d'abus, eh bien vous avez en revanche un traitement complètement disproportionné de la procédure judiciaire. C'est encore le cas pour l'affaire d'Antonin. On a des qualifications qui intègrent le fait politique. Le fait politique, c'est quoi? C'est le fait que vous avez des policiers qui sont victimes. Le fait politique, c'est le fait que les syndicats policiers et la fonction policière a une part particulièrement importante dans une période électorale comme la nôtre. Vous avez ce jour-là, le jour des faits, une manifestation de policiers, place de la République, avec des représentants du Front National. Important. Vous avez effectivement une intégration dans le traitement judiciaire des magistrats du parquet, des magistrats du siège, de la fonction policière. Vous avez également un deuxième facteur. C'est le fait que les policiers font partie de cette institution judiciaire. Ils permettent aux magistrats du parquet de faire des investigations. Il y a donc un lien structurel entre les fonctionnaires de police et les fonctionnaires judiciaires. Et ça explique ce traitement particulier. C'est le premier problème que l'on retrouve dans toutes ces affaires, et y compris dans l'affaire d'Antonin. Et c'est la raison pour laquelle cela fait 3 fois qu'un juge de la liberté et de la détention libère Antonin, et cela fait 2 fois, et nous espérons simplement 2 fois, que Antonin est replacé en détention provisoire. C'est un fait extrêmement rare que de voir une personne qui est libérée 3 fois par un juge de la liberté et de la détention et qui est replacée en détention provisoire par la chambre de l'instruction. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'effectivement, les magistrats ont intégré les faits politiques, la chose politique, et qu'ils ne veulent pas remettre en liberté Antonin alors qu'il bénéficie de toutes les garanties de représentation pour ce faire. La deuxième problématique, c'est effectivement celui de la détention provisoire. On retrouve, encore une fois dans l'affaire d'Antonin Bernanos, le fait que la détention provisoire soit devenue non pas l'exception, mais le principe. On a beau tous, nous, avocats, lorsqu'on se présente devant les portes d'une chambre de l'instruction, se dire qu'on a peut-être une chance, on sait intimement qu'on n'a pratiquement aucune chance de voir notre client être remis en liberté par une chambre de l'instruction. Pourquoi? Et c'est toute la problématique aussi de l'affaire d'Antonin. Eh bien, les juges ont intégré le fait que la détention provisoire était devenue le principe et non pas l'exception, alors que le Code de procédure pénale prévoit l'inverse. Et c'est une véritable problématique sur laquelle il faut travailler. Lorsqu'on interroge le ministre de la Justice, ou le ministère de la Justice, sur les chiffres de remise en liberté, sur les chiffres de liberté immédiate pour des personnes qui sont impliquées dans des instructions, mises en examen, eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas de chiffres. Et c'est déjà en soi une problématique. C'est que le ministère de la Justice n'a aucun instrument ou outil de vérification des détentions provisoires par rapport aux libertés. Et nous, avocats, nous pouvons le constater chaque jour, nous le savons, nous le disons, c'est que la plupart du temps, c'est la détention provisoire qui est choisie et non pas la liberté. Et ça, c'est une perversion du système judiciaire.
Et voilà pourquoi nous nous sommes associés avec la Ligue des droits de l'homme, aux avocats d'Antonin Bernanos et à sa famille, à laquelle je laisse la parole. Depuis le 18 mai, depuis le jour de l'arrestation de mes deux fils, Antonin et Angèle, dans le cadre d'une manifestation contre les violences policières qui se déroulait à Paris, quai de Valmy, nous avons vu notre vie et celle de nos fils basculer. Celle d'Angèle, qui avait 18 ans au moment des faits, a passé 42 jours en prison à Fleury-Mérogis. Il a été sorti de prison le 1er juillet grâce à l'intervention de Thierry Lévy. Il a été écarté de Paris, éloigné de Paris pendant 3 mois, sa famille. Interdit de revenir à son domicile familial pendant 7 mois. Interdit d'avoir le moindre contact avec son frère Antonin pendant 6 mois. Il est rentré à la maison depuis le 1er février dernier et il poursuit ses études. Notre vie a basculé parce qu'Antonin, 21 ans au moment des faits, est depuis presque 10 mois en prison. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette détention provisoire qui s'éternise, qui ne respecte pas sa présomption d'innocence, qui ne respecte pas sa liberté d'opinion, puisque ce sont manifestement ses idées qui sont visées, et qui ne respecte pas non plus le droit de manifestation, puisque c'est dans le cadre d'une manifestation qu'il a été arrêté. Nous ne comprenons pas cette détention provisoire qui dure malgré les demandes de liberté nombreuses que nous avons formulées avec ses avocats. Nous ne comprenons pas la schizophrénie qui semble s'emparer de cette institution judiciaire, puisque à 3 reprises, les juges des libertés de la détention ont argumenté sur la nécessité de remettre Antonin en liberté sous contrôle judiciaire, y compris avec le dispositif du bracelet électronique, en prenant en compte les conséquences de la détention provisoire sur la vie d'un jeune homme, étudiant, parfaitement inséré dans la vie sociale et professionnelle, en prenant en compte ce que peut avoir de terrible ce choc carcéral. Les juges nous indiquent que c'est son appartenance à un mouvement structuré qui participe à des manifestations qui doivent le maintenir en détention. Pourtant, ces juges le maintiennent en détention sur la base de notes blanches des renseignements généraux, de témoins anonymes policiers et de désignations de la part de leurs services, puisqu'Antonin et Angèle et leurs camarades n'ont pas été arrêtés au moment des faits, mais chez eux, de longues heures après la manifestation des faits. On nous parle de risque de pression sur les témoins et de risque de concertation frauduleuse qui ne sont pas aujourd'hui étayés, et pour cause, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve contre Antonin et ses amis, et qu'il est accablé par un témoignage anonyme. L'enquête qui est menée depuis 10 ans avance avec célérité, nous dit-on, et manifestement, la détention provisoire d'Antonin n'est pas un obstacle à l'avancement de cette enquête. Des arrestations ont été menées. Antonin est en prison et je ne crois pas que cet état de fait ait gêné l'enquête. Les troubles à l'ordre public qui sont encore énoncés sont écartés, puisque je rappelle que les troubles à l'ordre public, c'était la loi travail pour laquelle il y avait des manifestations. Il ne faut pas oublier que c'est quand même cet événement qui a
provoqué la colère de la population, des étudiants, des syndicats, qui les ont fait descendre dans la rue. Et ces troubles à l'ordre public ne sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la détention d'Antonin ne paraît pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Nous ne comprenons donc pas aujourd'hui pourquoi Antonin est toujours maintenu en prison. Un dernier mot encore sur cette détention provisoire qui n'est jamais justifiée. Les juges arguent de son appartenance à un mouvement organisé et de sa haine profonde à l'encontre des forces de l'ordre et de son mépris des lois qui s'appliquent à tous, en mettant en avant qu'il refuse de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, et pour cause. Aujourd'hui, ce sont donc ces idées, ce qu'il représente, qui vaut à Antonin d'être maintenu en détention provisoire. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter. Je pense que l'essentiel vient d'être dit. En fait, l'impression qui résulte de tout cela pour nous, c'est que tout se déroule de manière mécanique depuis le départ. Le mot de mécanique, d'ailleurs, de mécanique judiciaire, correspond bien à la situation que nous vivons depuis 10 mois. Cette volonté, on la sent depuis le début de l'affaire. Depuis le début, depuis ces 10 mois écoulés, on sent bien cette volonté qui consiste à enfermer Antonin jusqu'au procès, de manière délibérée. Effectivement, les arguments, ça a été dit précédemment, qui sont évoqués pour justifier de cette détention sont très lapidaires, sont des synthèses, des résumés, assez vite expédiés d'ailleurs. Et la détention provisoire d'Antonin devient de fait une peine par anticipation, une punition préventive. Cette peine, elle n'est pas justifiée par des preuves, mais par un soupçon qui est porté sur un jeune étudiant qui milite. Aux yeux des institutions, il est coupable avant d'avoir été jugé, et peu importe l'absence d'éléments probants. Il y a donc une volonté, effectivement, délibérée pour qu'il reste en prison. On a beaucoup évoqué la présomption d'innocence. Nous, c'est quelque chose qu'on a très présent en tête, enfin, qui s'impose à nous depuis le début de cette affaire. Le syndicat Alliance l'a rappelé récemment, notamment pour le policier qui est accusé du viol de Théo. Donc cette présomption d'innocence, les politiques et les policiers savent la rappeler. Moi, je voudrais la rappeler aussi, aujourd'hui. On le dit depuis 10 mois. Je voudrais rappeler que Antonin sous contrôle judiciaire n'empêcherait nullement l'instruction de se poursuivre. Ça n'est pas un obstacle. Thierry Lévy avait évoqué la décision de la juge des libertés et de la détention comme étant un modèle pour toutes les écoles de droit. Et visiblement, ça n'a pas suffi. Donc voilà, je conclurai sur cette présomption d'innocence qui doit aussi concerner Antonin, et je tiens à le rappeler. Merci. Merci à vous. Vous avez écouté le questionnement est bien entendu libre. Si vous voulez
voulez bien vous présenter simplement. Bonjour, Thierry Vincent, je suis journaliste indépendant. Je voulais savoir s'il était exact ce qu'on m'a rapporté, que vous aviez fait l'objet d'injures ou de tracts injurieux qui auraient eu chez vous soit des tracts d'extrême droite ou des tags de mouvements émanant de l'extrême droite. Des tags ou des tracts, pas à ma connaissance. Ce qui est certain, c'est que dès quasiment le lendemain de l'affaire, il y a eu un déferlement, effectivement, de sites d'extrême droite. Oui. Ça a été... je m'en suis aperçu, enfin on s'en est aperçu quelques jours après, mais ça a été très 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 rapide. Ce sont les premiers d'ailleurs à avoir révélé le nom d'Antonin et d'Angèle. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais c'est un fait. Vous vous souvenez de quel site c'était donc, c'est Bien. Stéphane Père pour France Info. Pardon, vous pouvez vous présenter? Stéphane Père pour France Info. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'engagement, ce que vous savez de l'engagement de vos enfants politiques et associatifs ou autres? Il faudrait le leur demander à eux déjà. Ça serait plus simple, vous pouvez. Ce que je peux vous dire, c'est ce dont je peux témoigner, ce sont des discussions que nous avions régulièrement avec eux en famille, de ce que je voyais de leur investissement social et professionnel dans leur vie quotidienne. Nous les avons élevés dans la nécessité, l'obligation même que nous leur faisions d'être critiques sur le monde dans lequel ils vivaient, de s'investir auprès de toutes les causes qui leur paraissaient importantes à défendre. Et c'est vrai que nous avons 2 fils qui se sont investis dans la vie sociale et professionnelle, d'abord auprès des enfants, auprès d'associations d'insertion par le travail des populations immigrées, qui se sont investis dans leur vie politique, dans tous les mouvements associatifs, syndicaux, étudiants ou politiques, qui permettaient à des jeunes de leur génération de faire des propositions nouvelles aujourd'hui sur les formes de la démocratie qui sont aujourd'hui fortement en difficulté. Et donc, ils se sont investis dans l'ensemble de ces mouvements pour pouvoir porter des propositions nouvelles, comme peuvent le faire tous les jeunes de leur âge qui ont envie de construire un monde meilleur et d'y apporter leur contribution. Voilà, ce sont des jeunes qui sont investis et militants dans la vie de tous les jours. Juste une chose, l'appartenance à une organisation qui a été citée, que vous avez citée, c'est quelle organisation? Alors c'est cité par les juges, c'est ce mouvement structuré. Moi je ne sais pas de quel mouvement structuré ils parlent puisque mes 2 fils sont partie prenante de tous les mouvements nouveaux qui ont émergé ces dernières années. Voilà, ils ont lutté et ils combattent la montée des fascismes et de l'extrême droite. Ils combattent et ils défendent l'ensemble des populations les plus défavorisées qui sont aujourd'hui écartées du pouvoir et de l'argent, donc ils sont auprès des jeunes des banlieues. Que vous dire, voilà, ils sont dans des mouvements, dans tous les mouvements qui leur permettent d'exprimer leur solidarité, ils vont soutenir les migrants, voilà. Ils n'ont pas, à ma connaissance, un mouvement structuré. On pourrait à ce moment-là dire qu'ils en ont plusieurs, je n'en sais rien. Mais celui qui est cité, excusez-moi d'insister, mais c'est quel est le... Puisque vous avez dit que les juges avaient cité l'appartenance à un mouvement. Non, mais ils en créent tout le temps, les juges des mouvements. Ils ont 15 différences, il y a mouvance anti-fasciste, mouvance ultra-gauche, mouvance anti-flic. C'est des mouvances qui ne sont pas répertoriées, mais les juges en inventent tout le temps. C'est-à-dire pour agiter le spectre d'un extrémisme de gauche qui serait aussi dangereux que le terrorisme djihadiste.
alors qu'on sait que c'est des mensonges et des fictions pures. Cette affaire, c'est la portée qu'on lui donne, c'est la portée qu'on donne à une fiction. La fiction, c'est en s'attaquant à une Peugeot sérigraphiée, qui est également une voiture des forces de l'ordre. Ces manifestants, Antonin Bernanos conteste sa participation, mais en tout cas les manifestants qui sont poursuivis pour s'être agités autour de cette voiture de police, ont en fait porté une atteinte à une fiction qui est celle de l'autorité de l'État, et c'est pour ça qu'ils ont un traitement qui n'est pas du tout en lien avec la réalité de cette affaire. Excusez-moi, mais il n'y a pas de mouvement en particulier qui est cité, qui ferait partie d'une sorte de blacklist. Non, c'est inventé à chaque fois. C'est inventé à chaque fois. Il y a au moins 10 noms différents pour qualifier la mouvance à laquelle appartiendrait Antonin Bernanos. Il y a au moins 10 noms différents. Donc c'est le mouvement haine anti-flic, ultra-gauche, Paris banlieue mouvement antifasciste. Et à chaque fois, on dit, voilà, il y a un risque de concertation frauduleuse parce qu'ils font partie d'un mouvement, d'une conspiration contre l'autorité de l'État, et il faut absolument le garder en prison parce que s'il sortait, il serait capable de fomenter un complot contre l'ordre, la régularité, la légalité républicaine. Donc, l'affaire a pris une tournure qu'elle ne méritait pas du tout d'avoir, et je crois d'ailleurs que dans le contexte actuel, c'est une forme commode de restaurer une autorité politique et judiciaire, alors que par ailleurs, sur d'autres fronts, dans d'autres informations, les autorités sont beaucoup plus démunies pour obtenir des résultats probants. Là, c'est certain, on tient quelqu'un et on veut montrer que la justice est inflexible. En réalité, ce qui se passe, c'est que Antonin, dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la Chambre d'instruction ne réfléchit pas sur le cas d'Antonin. Antonin ne l'intéresse pas. Antonin Bernanos ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que lorsqu'on est un étudiant et qu'on va dans une manifestation et qu'à un moment donné, on participe à des échauffourées, alors on risque d'être maintenu en prison comme un terroriste. Donc Antonin Bernanos, en quelque sorte, est une forme de supplicié de la place de la République. Voilà, c'est pour les autres. Voilà ce qui se passe si dans le cadre d'une manifestation dans laquelle vous manifestez votre conscience, vos idées politiques, votre amour de la démocratie, parce que c'est ça en réalité. Ces jeunes gens qui ont manifesté autour de la place de la République, c'est des gens qui sont les plus conscients, les plus politisés, les plus éduqués, qui connaissent toutes les problématiques politiques contemporaines et qui, dans un moment d'agitation et d'effervescence, ont commis des gestes qui, en réalité, méritent une sanction, mais pas sous les qualifications qui sont introduites. Tentative d'homicide, c'est absolument ridicule dans ce dossier. Ridicule. Quand on sait d'ailleurs que la personne qui met le fumigène n'appartient pas aux mouvances retenues par la justice pour retenir Antonin Bernanos. Est-ce que par le passé, est-ce que Antonin et son frère ont été interdits de manifester lors de cette manifestation ou d'autres par le passé Ça, c'est très révélateur, parce que c'est une très bonne question. Parce que vous prenez l'exemple, par exemple, d'Angèle, je parle sous le contrôle des parents. Il y avait eu des demandes d'interdiction de manifester sur la base de renseignements issus de la préfecture de police, donc les mêmes qui ont dit qu'ils avaient participé à l'infraction. Et les magistrats, notamment administratifs, avaient bien évidemment levé et avaient déjugé, désavoué totalement les policiers, puisque les éléments qu'ils communiquaient étaient totalement fondés. Et c'est les mêmes services, c'est-à-dire qu'on accorde beaucoup de crédit à un renseignement invérifiable. Je vous rappelle quand même que c'est un policier qui dit avoir reçu, je suppose un coup de téléphone, parce qu'il dit avoir reçu une information émanant de la préfecture de police qui dit que ces 4 personnes ont participé aux infractions. C'est le même service de la préfecture qui, à plusieurs reprises, ont dit que soit Antonin, soit Angèle ont participé à des manifestations extrêmement violentes, et par chance pour nous, c'est qu'on a pu prouver qu'ils étaient à l'étranger. Donc on a les passeports, on a les billets d'avion, et un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que ce sont les mêmes services qui se trompent, mais très facilement et surtout très sourds.
D'ailleurs, la raison pour laquelle ces éléments ne sont jamais communiqués et restent secrets jusqu'au moment où il y a une procédure où ils ont besoin un peu d'étoffer leurs accusations, ou en tout cas la version policière. Vous n'avez pas été visé par des interdictions de manifester par le passé, c'est ça? Si, mais ça devait être annulé par des juges, par Mais ça- administratifs. Puisqu'ils considéraient qu'ils avaient parfaitement le droit de manifester et qu'ils ne constituaient absolument pas une menace. Sujet de la préfecture de police et des services de renseignement, dans ce dossier, il y a une autre problématique qui apparaîtra plus tard, qui est, en effet, celle évoquée par Jérémy, la source du témoin anonyme. Parce que, en l'état de l'information, nous n'avons aucune garantie, d'une part, que le témoin anonyme n'est pas un policier, enfin ça c'est plutôt, on a la garantie inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le témoin anonyme est un policier. Et le plus grave, c'est que rien n'exclut que ce policier qui participait à la manifestation avec un masque sur le visage, rien n'exclut qu'il n'ait pas provoqué à l'infraction. Alors que la seule possibilité pour recevoir un témoignage anonyme, en droit, selon les règles de droit, selon les règles voulues par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que le témoin anonyme ne provoque pas à l'infraction et ne participe pas à l'infraction. C'est la seule condition de recevabilité du témoignage anonyme. Dans le dossier Bernanos, il y a participé à l'infraction, c'est-à-dire à cet attroupement qui n'était pas autorisé, et on ne peut pas exclure qu'il ait lui-même provoqué les manifestants en leur disant « voilà une voiture de police ». Ça pouvait servir un intérêt politique. Alliance avait un intérêt ce jour-là à ce que ce qu'ils agitent comme étant une haine des policiers actuels soit confirmé par les faits. Oui. Oui, Maître Demont, pour vous, donc, le cas la justice fait du cas d'Antonin Bernanos un exemple, c'est pour la répression des mouvements radicaux. Bah oui, parce qu'il y en a plusieurs en ce moment. Il y a pas mal de ZAD qui se constituent un peu partout. Donc il faut montrer quel sera le traitement réservé aux ZAD. Notre-Dame-des-Landes devra être expulsé, notamment, il me semble. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas convaincu que ce soit réservé qu'aux mouvements radicaux. Il y a une espèce de balance historique dans l'institution judiciaire où, quand je donne un coup d'un côté, c'est-à-dire en l'occurrence du côté violence policière, eh ben, je me sens tenu de donner un coup de l'autre côté là-dessus. Et alors évidemment, ça tombera plus facilement peut-être sur des formes de radicalité, mais ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et je pense qu'on ne peut pas restreindre ce genre de démarche et d'attitude à la seule mouvance radicale qui devient l'alibi commun. Bien. Excusez-moi, Jérôme Torel, je suis journaliste indépendant. Quels sont les éléments dans le dossier, que vous pouvez communiquer évidemment, qui laissent penser que votre client, que Antonin, ait eu un traitement de défaveur, en quelque sorte, par rapport aux autres inculpés dans cette affaire? Ils sont assez nombreux. Et pourquoi vous pouvez postuler à la Gazette d'Alliance. Je ne suis plus indépendant. Pardon? Vous pouvez postuler avec ce type de formulation. Franchement, demander à travailler pour Alliance, ils ont des journalistes à leur C'est service. super comme accueil, merci. Non, mais je vous en prie, pas un accueil particulier à vous réserver. Ce qui. Ça fait froid dans le dos. Si vous voulez une couverture, je pense qu'ils en ont. Ce qui est intéressant, c'est que Antonin Bernanos n'est mis en cause par personne. Aucun des participants. Aucune des personnes qui ont reconnu leur participation au fait. Et surtout, c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on parle de faits criminels, donc, comme l'a rappelé Hugo Elie, d'association de malfaiteurs, mais avec une volonté de mettre à mort un individu, qui plus est deux individus à ces chefs de police, donc on est vraiment dans la qualification la plus grave, alors que ces personnes, les personnes qui ont été interpellées, qui ont reconnu leur participation au fait,
ont non seulement soutenu durant leur garde à vue qu'ils ne connaissaient pas Antonin Bernanos ni Angel Bernanos, mais qu'en plus, l'étude de leur téléphonie, de leur mail, de leur contact, de la géolocalisation démontre qu'ils n'avaient jamais été en contact avec ces dernières, avec Antonin et Angel Bernanos. Donc, si vous voulez, je ne suis pas l'avocat des autres mis en cause, mais en ce qui concerne Antonin Bernanos, vous n'avez aucun élément à charge, à part le témoignage d'un policier, puisque c'est même pas, je ne viole aucun secret, quoi que ce soit de dire que c'est un policier, puisqu'il faut quand même rappeler qu'avec Hugo et moi-même, nous n'étions pas désignés tout au début de notre dossier pour Antonin Bernanos, mais les juges, en tout cas le parquet, bon, pas qui, en tout cas, les magistrats, les services de l'information avaient laissé l'ensemble des procès-verbaux avec l'identité du policier. Et donc, encore une fois, le fait que ce soit un policier ne discrédite pas son témoignage, au contraire. C'est une personne à qui on a délégué un certain pouvoir, c'est le propre de tout policier, c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont assermentés, donc moi j'accorderais plus de crédit à un policier, témoignage de policier, qu'à un autre, tout simplement parce qu'il a une déformation professionnelle, il a une capacité d'observation beaucoup plus forte, c'est ce qu'on lui demande. Et donc s'il dit il y a telle et telle personne, a priori, je pense que comme il sait l'importance d'un témoignage, il sera beaucoup plus fiable. Mais la particularité dans ce dossier, c'est que c'est un policier qui a contribué à la manifestation. Ça, vous l'avez démontré là, Mais non, c'est lui qui le démontre. Attendez, de C'est toute lui, façon, non, mais c'est ouais, lui qui le dit, puisqu'il dit qu'il excusez-moi, suit la manifestation qui est illégale. Pardonnez-moi, vous n'êtes pas là pour refaire un dossier Non. sous cette forme-là. Alors, Alors, je vous pose la question différemment. À la DH, je pense qu'on va s'arrêter là, monsieur. non, comment ça se fait que ça s'appelle l'affaire Bernanos alors qu'il y a d'autres personnes Écoutez, monsieur, posez les Peut-être parce questions. qu'il a un Votre autre nom liberté- avec ses Votre vendeurs. liberté, c'est de, et notre rôle de vous laisser poser toutes les questions que vous Non, mais je voulez. sais pas, parce que Notre vous voulez avoir ma carte de liberté, presse, c'est c'est pour ça que... C'est de ne pas y répondre. Voilà. Est-ce que je peux encore poser une question à monsieur Lévy? On va peut-être laisser à d'autres Bah, apparemment, analystes, journalistes qui souhaitent poser des questions éventuellement de s'exprimer. Bizarre, Oui. avec son coup. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui voulait éventuellement. Par rapport pour l'humanité, je me demandais moi si vous avez l'air de dire que la détention provisoire est utilisée comme mesure de rétention politique. On ne vous entend pas, là, excusez-moi, mais... Est-ce que vous diriez que la détention provisoire est utilisée comme mesure de rétention contre des militants politiques ou Antonin Bernanos? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui mérite une forme nouvelle ou est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, il y a deux choses. La détention provisoire n'est pas qu'une mesure de rétorsion à l'égard de militants politiques. C'est une mesure de rétorsion tout court et qui est très mal utilisée aujourd'hui. Il y a une déviation de l'outil détention provisoire. La détention provisoire, comme on vous l'a dit, mais c'est pas nous, hein, c'est inscrit dans plusieurs articles du Code de procédure pénale, c'est une exception. Et aujourd'hui, ce que l'on observe tous, et avocats, journalistes, c'est que la détention provisoire est devenue le principe. C'est aussi l'objet, pour répondre à votre question, de cette conférence de presse. Parce que le cas d'Antonin Bernanos est emblématique de cette dérive, et quelquefois, cela permet aussi de réexpliquer à l'opinion publique qu'il y a un vrai problème dans l'institution judiciaire, c'est qu'on utilise la détention provisoire à tort et à travers. Et effectivement, il y a des cas où la détention provisoire est instrumentalisée parce que les juges ont intégré le fait politique. Et que dans certaines circonstances temporelles, telles que la nôtre aujourd'hui, où les fonctionnaires de police râlent beaucoup, revendiquent beaucoup, et où il y a des élections, et où le fait sécurité et le fait Front National est un fait politique certain, eh bien je pense, et nous pensons tous, que les juges intègrent, sans même qu'il y ait d'intervention, on ne parle même pas d'intervention quelconque de la part du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, auquel nous sollicitons éventuellement une intervention, en revanche, mais d'un point de vue de dialogue, et peut-être pour nous recevoir, parce qu'il est important qu'ils entendent ce que la famille Bernanos a à dire. Eh bien effectivement, sans qu'il y ait d'intervention politique, les juges ont intégré ce fait politique et maintiennent en détention provisoire des personnes contre lesquelles il ne devrait pas y avoir de détention provisoire.
C'est le cas aujourd'hui d'Antonin Bernanos, qui est pris comme un objet politique aussi par les magistrats. Et c'est d'autant plus intéressant que, mais comme l'a demandé votre confrère, votre France Info, alors qu'on obtient des annulations d'interdiction de manifester, lorsqu'il est de nouveau interpellé et soupçonné d'avoir commis quelle que soit l'infraction, en l'espèce là, ils nous disent que c'est un crime, que c'est rien, il n'hésite pas, et le parquet n'hésite pas à dire, et en plus, on avait sollicité leur interdiction. Donc, ce qui est annulé par leur collègue administratif reste quand même un élément à charge. Et vous savez, c'est très favorablement connu des services de police. C'est du stick. Et on vous dit par ailleurs que ce fameux fichier n'a aucune valeur légale et ne peut absolument pas fonder une condamnation. Non, mais ça peut fonder un dossier de personnalité. Et donc c'est toujours la même chose. C'est mouvance anarcho-autonome, mouvance d'extrême droite, d'extrême gauche. Et on n'a jamais vu autant d'interdictions de manifester et autant d'annulations d'ailleurs de telles demandes depuis la guerre d'Algérie. On va nous dire que c'est lié à l'état d'urgence, évidemment. Toujours est-il que ça vise essentiellement les militants sociaux, dits de gauche. Il n'y a pas encore de manifestation pour favoriser le djihad ou pour l'instauration du califat en France. Et donc oui, il y a bien évidemment une utilisation, une exploitation politique. En tout cas, ça suffit pour disqualifier un certain nombre de personnes, notamment vis-à-vis des médias. Et ça c'est tout l'intérêt. On dit qu'ils avaient quand même fait l'objet de surveillance, ils étaient tous fichés S. Fichés S pourquoi? Parce qu'ils ont participé à la distribution de tentes ou de couverture pour les réfugiés politiques. Moi, je ne peux pas faire un migrant, je peux faire quelqu'un qui fuit, c'est pas un réfugié politique. Oui, bon, bah, si vous êtes fichés S pour ça, contacte, quoi. D'autres questions éventuellement? Oui, Pascal Aigret du Parisien. Je voulais savoir, c'est une question pour vous, est-ce que justement par confrontation non carcérale, c'est aussi celle de proche, comment ça se passe? Vous avez des droits de visite? Est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Comment tout ça se passe? Dans quel état d'esprit lui est-il aussi avec cette nouvelle décision? La prison, c'est la prison pour la famille aussi. Mais le plus important, c'est ce que vit Antonin aujourd'hui. Donc, il est un détenu qui peut bénéficier de 3 droits de visite par semaine. C'est les conditions qui sont octroyées à tous les détenus, mais Antonin a la chance de pouvoir avoir suffisamment de personnes autour de lui pour assurer ses visites. Nous pouvons lui écrire. Je crois qu'Antonin n'a toujours pas réussi à obtenir le droit de téléphoner qui doit être un droit de tous les détenus, mais peut-être qu'à force d'écrire, il y parviendra. Il a la chance de pouvoir étudier, puisque vous le savez, ses professeurs se sont mobilisés à ses côtés pour lui permettre de continuer ses études. Son quotidien, c'est de rester 22 heures sur 24, comme tous les autres détenus dans sa cellule, avec 2 heures de promenade par jour. Il a pu obtenir un travail de remplacement à la cuisine, donc ce n'est pas tous les jours, et ce qui lui permet de sortir de sa cellule. Il a passé ses examens grâce au soutien de ses professeurs qui lui apportent des livres, ses cours. Il étudie sur son lit superposé, puisqu'il est comme tous les autres détenus dans une cellule avec un co-détenu, une cellule de 9 mètres carrés. Voilà, il n'est pas plus à plaindre que les autres détenus. Ce que je voulais vous dire sur cette détention provisoire, et pour répondre aussi à d'autres interventions, c'est qu'il connaît aujourd'hui le sort de tous ceux qui sont présumés innocents et qui sont en détention provisoire. À Fleury-Mérogis, qui est l'une des plus grandes maisons d'arrêt de France, il est dans un bâtiment avec 900 autres, à peu près 900 autres hommes, qui sont tous en attente d'un jugement, qui sont sous le régime de la détention provisoire. C'est à peu près 25% des effectifs de cette prison. C'est, je crois, à peu près la photographie de ce qui se passe en France sur la détention provisoire. Il connaît donc leur sort. C'est un sort qui est plus difficile à vivre que les personnes qui sont condamnées.
qui sont dans des centres de détention. Leurs conditions physiques et immobilières et l'ensemble de leurs droits, je pense, c'est plus difficile à vivre que quelqu'un qui est condamné. Donc les présumés innocents, aujourd'hui, vivent des conditions de détention qui sont bien plus rigoureuses que ceux qui sont condamnés. Antonin le partage, Antonin souhaite le faire savoir. Antonin est en prison aujourd'hui parce qu'on veut vraisemblablement lui faire prendre une peine, lui faire prendre conscience de faits qu'il n'a pas commis, mais lui faire prendre conscience de ce qu'il est. Il n'en avait pas besoin. Je pense que si on veut le faire sortir de la brisée, on se trompe. Son regard est encore plus aiguisé sur ce qu'il vit, sur les injustices, les discriminations qui sont décuplées dans une maison d'arrêt. Il le voit, il l'écrit, il étudie. Et je pense qu'il ressortira de cette expérience violente, non pas brisé, mais certainement grandi et avec la très forte conviction et la très grande force de vouloir témoigner de ce qu'il voit. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux bien écouter, je séjourner sur un avis particulier. Merci.